heureuse de vous retrouver dans ce JT20, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire, au cours d'une conférence de presse ce dimanche 28 septembre 2025 à Conakry, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen ont dressé un constat amer lié au massacre du 28 septembre. Les précisions, c'est dans ce journal. Et puis, la présidente de Massidi Production interpelle l'État guinéen à œuvrer davantage pour l'autonomisation des femmes afin de les placer au cœur du développement socio-économique. Les détails, c'est dans ce journal. La poterie est un art ancestral très prisé en Guinée. Plusieurs femmes continuent de créer des objets d'argile pour les usages quotidiens comme les canaries et les marmites, malgré la concurrence des produits modernes. Nous en parlerons dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, pour commémorer le 16e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009, la Fédération internationale des droits humains et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen et l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 ont tenu une conférence de presse dans le but de faire savoir les actes désapposés et les prochaines étapes à suivre. Marie-Madeleine Pivier y était pour Guinée Buzz TV. Suivez son reportage. À l'occasion de la 16e commémoration du massacre du 28 septembre 2009, la Fédération internationale des droits humains, l'Organisation des droits de l'homme et citoyenne et l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 ont tenu une conférence de presse dimanche 28 septembre à la Maison commune des journalistes. Prenant la parole, le représentant de la FIDH a demandé le respect de la charte africaine sur la démocratie, des élections et la gouvernance. Et il faut traduire positivement toutes les attentes du peuple guinéen. Eh bien, de toutes ces forces, la FIDH y contribuera. Permettez-moi d'en rappeler quelques-unes. C'est d'abord le respect de la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Cette charte est notre loi sur le continent africain en matière d'élections, mais aussi en matière de gouvernance et en matière de démocratie. C'est un 27 juin 1981, à Nairobi, au Kenya, que nuitamment, l'Afrique s'est dotée de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est notre loi sur le continent africain. Et malheureusement, c'est l'un des textes qu'on oublie le plus souvent, qui est très peu cité et qui est fondamental en matière de gouvernance, en matière d'élection, en matière de démocratie. Tout y est. Donc, nous demandons effectivement le respect de cette charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, mais aussi de la charte africaine des droits de l'homme et des droits des peuples, qui est notre loi sur le continent africain, qui est venue après les deux conventions de 66, les deux pactes, l'un relatif aux droits civils et politiques, l'autre relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour accompagner la population vers la vérité, la communauté internationale et la CPI ont entamé les enquêtes depuis 2009. On parle de quoi ? On parle du fait que dès 2009, la Cour pénale internationale a ouvert un examen préliminaire. Cela veut dire que dès les événements du 28 septembre, dès le massacre, la CPI a constaté qu'il y avait des crimes constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, en tout cas relevant de sa compétence, qui pouvaient avoir été commis, et que la CPI a décidé donc d'ouvrir une enquête. Dès 2009, la CPI s'est donc mobilisée. Il y a eu une commission d'enquête internationale des Nations Unies qui a été déjà citée à plusieurs reprises. Donc, tout un travail a été fait par la CPI et par la communauté internationale pour accompagner la Guinée et la population guinéenne vers la vérité sur les faits. Donc, tout cela démontre la portée du procès du 28 septembre. Si nous sommes tous et toutes réunis ici, c'est parce que ce procès dépasse la Guinée, dépasse l'Afrique, s'il s'agit vraiment d'une question de justice internationale. Maintenant, il est important de garder à l'esprit que si ce procès s'est ouvert en septembre 2022, l'examen préliminaire qui avait été ouvert par la CPI a été fermé. J'aimerais vous citer quelques passages d'un mémorandum d'entente qui a été signé et qui, quelque part, est le socle de la coopération entre l'État guinéen et la Cour pénale internationale pour la poursuite d'un procès qui soit respectueux des standards internationaux. Il y a deux articles importants dans ce mémorandum d'entente qui, à la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui, nous interpellent. Je voudrais d'abord vous parler de l'article 2. Dans l'article 2, il est dit que sans préjudice de la séparation des pouvoirs,
la Guinée s'engage. La Guinée s'engage à 4 points, et je vais vous en citer 2. S'abstenir de toute ingérence dans l'administration de la justice, assurer la sécurité du personnel judiciaire et du personnel affecté aux poursuites, ainsi que des personnes comparaissant devant les juges, notamment les victimes et les témoins. Le deuxième article dont je voudrais vous rappeler le contenu, c'est l'article 4. Rappelle que conformément aux dispositions du statut de Rome, le bureau du procureur pourra être amené à revoir son évaluation de la complémentarité à la lumière de tout changement significatif de la situation. Cet article est clair. Cet article nous dit que la complémentarité positive ne s'est pas arrêtée à la fin de l'examen préliminaire. Cet article nous dit que la CPI doit poursuivre son engagement à accompagner les autorités, que les autorités guinéennes doivent respecter leurs obligations et leurs engagements qui sont pris, non seulement ceux qui ont été pris le 5 septembre 2021 et qui ont été rappelés à juste titre, mais aussi leurs obligations régionales et internationales, y compris dans le cadre de ce MOU. Et si ce mémorandum d'entente n'est pas respecté, dans ce cas, la Cour pénale internationale et les partenaires internationaux ont le devoir de rappeler les engagements pris par la Guinée. L'avocat représentant les parties civiles affirme qu'il n'existe aucun cas de fausse victime. Quant à la présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, AVIPA, il a fallu beaucoup de travail car plusieurs de ces victimes refusaient de se présenter. Mais moi, je voudrais vous rassurer d'une chose, toutes les personnes qui sont parties civiles dans ce procès, il n'y a aucune fausse victime. Et cela est dû au fait que depuis les événements du 28 septembre, les personnes qui se présentent à AVIPA, croyez-moi, il y a toujours un filtre. À un moment donné, il y a eu la polarisation de 2 camps. Il y a des personnes qui ont toujours nié l'existence des viols et qui ont persisté avec le temps et qui ont fini par admettre qu'il y a des fausses victimes. Seulement, on a eu des difficultés au départ, comme tout à l'heure il l'a rappelé. Ce n'est pas toutes les victimes qui ont voulu le dire au départ. Il a fallu un travail très profond pour qu'elles acceptent de se livrer, d'expliquer exactement, oui, elles ont été victimes de viol. Et parmi ces victimes, il y a eu des enfants qui sont nés du viol, du stade. Et ces enfants, on a pu comprendre cela, mais un peu tard. Mais nous sommes en train quand même de travailler pour que ces enfants soient vraiment pris en compte. Et les victimes qui sont décédées, on a leurs enfants qu'on a pris comme ayant droit, qui participent carrément au processus. Par exemple, pour les réparations, les indemnisations, on les a tous mis dans le lot. Et si la victime n'est plus, il y a son fils, sa fille, donc il le remplace automatiquement. Cette conférence de presse a été l'occasion pour ces 3 structures de se réunir autour d'un sujet, celui des droits humains, en particulier les victimes du massacre du 28 septembre 2009. À l'occasion d'une rencontre extraordinaire tenue ce samedi 27 septembre 2025 consacrée à l'autonomisation des femmes, Siré John Condé, présidente de Massidi Agency, a lancé un appel solennel aux autorités guinéennes et partenaires techniques afin de soutenir cette cause qu'elle qualifie de noble et prioritaire. Maimouna Condé pour les précisions. Engagée depuis plusieurs années pour la promotion des droits et de l'émancipation féminine, Siré John Condé fait aujourd'hui de ce combat une véritable mission. À la tête de plus de 100 groupements de femmes repartis sur le territoire, elle continue d'œuvrer souvent sans appui financier pour offrir à ces femmes des perspectives d'épanouissement et de développement économique. L'autonomisation, nous voulons que les femmes soient d'elles-mêmes, qu'elles arrivent à prendre soin d'elles-mêmes, à aider la famille, aider leurs maris et les enfants. Donc l'autonomisation est très bien pour nous. Pourquoi? Parce que c'est pour nous donner la paix et la conscience tranquille pour qu'on arrive à se soutenir, à soutenir nos familles, nos maris et les enfants. Donc nous sommes très fiers d'être autonomes. Dans son intervention, elle a exhorté le gouvernement à prendre des dispositions concrètes pour accompagner les initiatives féminines et garantir un cadre propice à leur autonomisation. Nous prions que le gouvernement nous revienne à nous aussi pour être vraiment libres de ce qu'on fait.
Il y a beaucoup de travail, beaucoup de programmes, beaucoup de choses à faire. On a besoin d'aide. On a besoin qu'on nous aide. On a besoin qu'on soit un peu gentil avec nous aussi. Très important. Nous travaillons pour l'État, pour le pays, pour le gouvernement, pour tout le monde. Pour nous-mêmes aussi. Parce que nous voulons avoir vraiment une famille vraiment saine et digne de ce nom. De son côté, la vice-présidente du mouvement a mis en lumière les difficultés rencontrées par les femmes, notamment l'accès limité au financement. Elle a invité les institutions publiques, les organismes de microfinance et les partenaires de développement à alléger les conditions de crédit et à ouvrir davantage de possibilités pour les projets portés par les femmes. Nous avons besoin de l'aide des institutions nationales et internationales. Mais il y a beaucoup de démarches que nous voudrions connaître pour pouvoir contacter ces institutions-là. C'est ce qui nous manque. Parce que si tu es informé, tu sauras vers quelle institution il faut s'adresser pour avoir ça. Ou bien faire des formations. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont besoin de formations. Il y a d'autres qui font le commerce. Donc si on connaît les institutions qu'il faut s'adresser, on va vers eux, parce que nous sommes là toujours pour aider les femmes. Si Dieu nous donne la chance, on veut former beaucoup de femmes pour qu'elles puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quel est leur rôle dans la société, comment il faut se comporter dans la société et comment faire connaître le savoir-vivre entre nous et les hommes, entre nous et les autres personnes. Ce plaidoyer s'inscrit dans une dynamique plus large visant à placer les femmes au cœur du développement socio-économique. Le message est clair. Sans un appui institutionnel fort, l'autonomisation des femmes restera un défi. Le regard se tourne désormais vers les autorités et les partenaires pour donner corps à cet engagement collectif. Je l'annonçais en titre, la poterie est une activité socio-professionnelle très répandue en Guinée. Des hommes qui s'emploient à identifier la meilleure qualité d'argile à façonner et des femmes qui montrent leur dextérité à travers toutes sortes de productions. Pour en savoir plus, suivez ce commentaire de Fanta Kaba. Depuis belle lurette, les Africains utilisent les objets traditionnels pour subvenir à leurs besoins. Parmi ces perfections d'art figure en bonne place la poterie. Aujourd'hui, sa pratique est minime en Guinée grâce à la concurrence des produits industriels. Avec la mondialisation, plusieurs de nos valeurs culturelles tendent à disparaître. Mais il y a des femmes qui tiennent toujours à ces objets d'art, de la vente à la fabrication. Cette pratique traditionnelle, malgré la place qu'elle occupe dans nos traditions, est en phase de disparition grâce à la production des objets industriels. En prélude aux prochaines compétitions culinaires prévues en novembre, une rencontre préparatoire a réuni ce samedi les candidats et le comité d'organisation. L'objectif est créer un cadre d'échange et de préparation autour de l'événement. Maimouna Kondé pour nous en dire plus. La rencontre a servi à informer les participants sur le déroulement des épreuves, les critères de sélection et d'évaluation, ainsi que sur les règlements et les objectifs fixés par le comité. La coordinatrice de la Louche d'Or a tenu à rappeler l'importance et l'originalité de ce grand concours gastronomique baptisé Chukalio la Louche d'Or. Selon elle, cette première édition se veut une vitrine de la cuisine guinéenne au-delà de nos frontières. Pour cette première édition, vous aurez 16 candidats qui sont déjà présélectionnés. Nous croyons en vos talents, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Il y a eu 40 inscrits, parmi lesquels on a eu du mal à retenir 16 personnes. C'est déjà un bon départ pour nous. Donc il y aura 16 candidats et c'est comme ça ça va se passer. C'est de la cuisine en live. Les installations seront un peu comme ça dans un lieu public. Il y aura des expositions de stands. La cuisine, on compte par exemple rassembler 500 personnes minimum, 500 jusqu'à 1500 personnes. Ça dépendra de la capacité du lieu qui va recevoir l'événement. Interrogée sur le choix du nom de Chukalio, Madame Camara a livré un constat sans détour. Pourquoi Chukalio? Nous avons fait des constats très lamentables aujourd'hui. Quand nous partons dans des grands hôtels, des grands complexes hôteliers de la place,
80% des chefs cuisiniers sont étrangers, des gens qui ne maîtrisent pas la cuisine guinéenne, chose qui malheureusement fait que nos menus, nos plats ne sont pas au menu chez eux. Dans cette aventure culinaire, la passion n'a ni genre ni limite. Ce candidat tient à rappeler que la cuisine n'est pas seulement une affaire de femmes. Tout d'abord, je dis que c'est un grand défi à relever pour prouver aussi que l'homme peut bel et bien cuisiner comme la femme. Et c'est une opportunité pour moi. Et au fait, je me dis que la cuisine, comme moi, la cuisine c'est ma passion. Je me dis que beaucoup d'hommes peuvent changer d'avis par rapport à ce qu'ils ont comme idée en disant que l'homme ne cuisine pas, que c'est seulement la femme qui cuisine. Et pour d'autres candidats, cette compétition est l'occasion de se démarquer par la créativité et l'innovation culinaire. Mais moi, j'ai décidé de venir dans cette compétition avec un plat différent. Okay? Je veux proposer quelque chose de complètement différent. Et je sais cuisiner la plupart des plats guinéens, je sais le faire, mais je veux apporter un plus. Je veux que les gens s'intéressent à la nourriture locale, c'est-à-dire nos tubercules, la patate douce. Rigueur, créativité et esprit de fair play, voilà ce qui attend les candidats lors de cette compétition culinaire. Rendez-vous est pris pour novembre où seuls les meilleurs sauront tirer leur épingle du jeu. Et c'est cet élément de Maïmouna Kondé qui met fin à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Prenez soin de vous. Au revoir.